C'est toujours particulier quand on parle de game art pour parler d'un jeu vidéo à but artistique, dans ce sens que le jeu vidéo, par essence, fait partie des arts. On est à la fois sur de la composition visuelle, de la composition sonore, on est sur de l'écriture, que ce soit en 2D ou en 3D, on a même de la sculpture 3D. Mais ce sera l'occasion de retrouver Karl Phaéton pour parler du jeu vidéo Sporal. Et là où le sujet est intéressant, c'est qu'on va parler de techniques, notamment en 3D et d'optimisation. Alors ne prenez pas peur. Moi-même n'étant pas un technicien du jeu vidéo, je suis plutôt sur la partie marketing. On a des notions de 3D qui sont entre guillemets assez simples. En fait, vos modèles 3D vont être composés de polygones qui permettent de créer du relief, et donc vous allez compter vos personnages, vos décors en nombre de polygones. On va parler lorsque vous agencez vos polygones, lorsque vous créez finalement votre personnage en 3D, selon le nombre de polygones, selon la façon dont vous gérez vos polygones, on va appeler ça un mesh, d'accord? Et ce mesh va déterminer la complexité aussi du personnage. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais pour simplifier, on va dire que effectivement on va compter en nombre de polygones, un personnage normalement constitué, on va commencer sur du 30 000 polygones, on va aller peut-être beaucoup plus loin, mais toujours avec cette idée que c'est très très rare de compter en millions de polygones. Malheureusement, dans ce projet, c'est les échelles qu'on va énumérer. Donc, quel est l'impact? C'est très simple, c'est une question de performance. C'est-à-dire que à partir du moment où vous commencez à afficher des éléments, notamment de décor, ça veut dire qu'ils se répètent. Si vous avez un arbre à 10 000 polygones et que c'est une forêt, vous multipliez en fait la charge par le nombre d'arbres, donc c'est 10 000 polygones par arbre. Donc imaginez que vous matérialisez une forêt, au bout d'un moment, les ordinateurs les plus puissants vont avoir du mal en fait à gérer ça. Donc il y a différentes façons de pouvoir gérer notamment les décors. Il y a notamment une technique qui s'appelle le normal mapping. C'est tout simplement quand vous avez une texture qui va imiter le relief. Le but du jeu, encore une fois, c'est de jouer sur les performances et qu'un objet plat, c'est moins de polygones. Et si c'est moins de polygones, c'est moins de performance. Votre jeu va pas saccader, il va pouvoir afficher plus d'objets sans problème, etc. On va avoir cette illusion de texture. Vous avez par exemple votre bureau en face de vous, et bien tout simplement au lieu d'être en bois, d'un coup il est en métal. Voilà, donc ça c'est les différentes textures qui vont faire croire à différents matériaux. Et ensuite, potentiellement avec les textures, on va singer un creux dans votre bureau, on va singer peut-être un relief positif par rapport à une ondulation, etc. Et donc faire croire à cette, par illusion d'optique, à ce relief. Donc le normal map, c'est censé être une base en jeu vidéo. On va voir que sur ce projet-là, ça a été un peu compliqué, là aussi. En tout cas, normalement, voilà, ces quelques notions vous permettent de suivre cet épisode sans trop de problèmes, puisque vous allez bien vite comprendre avec les échelles que je viens de vous donner que on est sur des petits soucis de performance, en tout cas sur le projet qu'a reçu Karl, pour ensuite le retravailler. Et c'est là aussi où on peut voir le travail fabuleux qui a été fait sur Sporal, qui est vraiment une expérience à part entière. Pour vous situer, on est sur un jeu en première personne, avec un environnement organique où certains arbres sont en réalité des champignons, puisqu'on n'est que sur de l'environnement organique. Vous vous baladez sur une espèce de muqueuse, mais qui se crée un petit peu à l'air libre, parce qu'on voit le soleil taper finalement sur ce relief. Et on a également des gouttes d'eau à récupérer pour nous guider, et également des morceaux de journaux à récupérer, les morceaux de journaux nous montrant finalement l'œuvre de l'artiste, où on va avoir des coupures de journal, où on va avoir des exemples de premiers dessins par rapport au jeu, etc. En reconstituant tout ça, on a à la fois une thématique propre à l'artiste d'identité de genre,
et à la fois son œuvre elle-même, puisque on peut retrouver en format numérique différents tableaux, différentes sculptures sur lesquelles Mimosa Eckhart a travaillé. Donc je vous propose de retrouver de suite Karl avec justement ce jeu vidéo Sporal. Et c'est super intéressant comme question parce que c'est un des premiers trucs qui m'a fait très peur dans le jeu, c'est que je me suis dit ok, j'ai ce modèle 3D qui fait à peu là la version que vous voyez actuelle fait 9,5 millions de polygones et il y a aucune optimisation, c'est-à-dire que même quand tu regardes le ciel, les 9,5 millions de polygones sont calculés par l'ordinateur. Oh, quel enfer. C'est juste qu'on a des machines ultra puissantes, c'est tout. C'est-à-dire que même sur un MacBook de 2018, ça tourne ok. C'est fou quoi. Les machines actuelles sont vraiment dingues et on fait vraiment n'importe quoi avec. Mais bref, on n'avait pas le temps de diviser le truc et de faire de l'opti, donc voilà, c'est un seul. Je me suis dit ça passe ou ça casse, j'ai testé, ça passe, je fais bon. Mais il reste un deuxième problème. Comment tu fais pour faire des collisions avec ce truc-là? Parce que soit en gros, dans les jeux vidéo 3D, on a un gros problème qui est que les collisions en 3D c'est gourmand et que généralement on utilise des primitives, c'est-à-dire des cubes, des sphères essentiellement pour résumer un objet. Par exemple, un bonhomme dans un jeu vidéo, c'est jamais tous les doigts de la main qui sont testés contre le mur, etc. Ça serait énormément trop gourmand. Donc en fait, on va résumer un bonhomme par la tête c'est une sphère, le torse c'est une capsule, les bras c'est des capsules, les mains c'est des sphères. Et tu vois, on va résumer, on va faire un bonhomme bibendum comme ça pour faire les collisions. Et ça, c'est pas trop gourmand. Quand tu peux pas, c'est-à-dire que là, imagine faire t'as changé d'environnement, donc déjà là, ça a plus mon explication. Mais du coup, attends avant de parler. Attends avant de cliquer. Je touche à rien. Je des pages de partout. Au secours. C'est ça. Bah, tu peux ramasser les pages. Mais en gros, voilà, l'idée c'est que il fallait soit résumer, c'est-à-dire repasser sur toute la map que vous avez vue en mettant des box et des sphères partout pour que ça épouse à peu près la forme du décor. Vu la forme du décor, quel enfer. Ouais. Soit utiliser le modèle 3D du décor de 10 millions de polygones pour faire les collisions directement. C'est vraiment ça revient vraiment à prendre Nathan Drake de Uncharted et tester tous les polygones de son doigt et de son ongle pour contre le mur pour voir s'il touche quoi. Donc ça c'est alors j'ai testé. Spoiler, ça ne marche pas. Donc comment faire pour la map d'avant, la map qu'ils appellent cellule, parce qu'en fait t'étais censé te balader à l'intérieur d'une cellule. Organique, tu vois, donc tu sais à quoi ça ressemble l'intérieur d'une cellule? Non, moi non plus, donc on peut faire ce qu'on veut, donc ça c'est bien. Mais du coup, comment tu fais sur cette énorme mèche scannée de 10 millions de polygones pour faire des collisions et pour en faire un terrain? Donc si tu prends le mesh collider de 10 millions de polygones et que tu le mets le mesh et que tu en fais un mesh collider, Unity te dit rien en fait, juste ça ne collisionne pas du tout, jamais. Et du coup, il y avait le choix. Alors j'ai essayé de voir s'il y avait des techniques pour le transformer en terrain collider. Sauf que le terrain collider, c'est une high map. Donc en fait, en gros, c'est des points avec des hauteurs. Et donc tu peux pas faire de caverne, par exemple. Tu peux pas faire de creux parce que à une caverne, il y aurait deux altitudes de collision au même endroit, et ça ne marche pas. Donc j'ai assez vite abandonné parce que j'ai vu que la map était pas compatible avec ça, et donc ce que j'ai fini par faire, c'est j'ai importé le mesh dans un outil de réduction de polygones violent et à la Zob, un outil automatisé. Je lui ai dit bonjour, je voudrais que ce mesh fasse maintenant 100 000 polygones. Tu appuies, il mouline pendant un quart d'heure et il te sort un truc qui fait 100 000 polygones. J'ai réimporté, je l'ai utilisé pour les collisions uniquement et ça marche très bien. Ça me rappelle la discussion qu'on a eue avec des jeunes programmeurs sur Alone in the Dark, premier du nom. Ouais. Tu vois, où en fait, à l'époque, il y a pas de moteur, il y a rien quoi, il faut tout faire. Il y a rien. Et effectivement, ouais, c'est très très compliqué en réalité de se dire, là en fait, on peut pas avoir de grotte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça gère pas. il me faudrait une collision en bas pour le sol et une collision en haut pour. Et non. Il y a encore pas mal de jeunes développeurs de jeux vidéo qui savent pas, par exemple, que Doom n'est pas en 3D, par exemple. Oui. C'est un jeu purement 2D avec un trick pour te faire croire que c'est en 3D. C'est ça. On avait eu la conférence qui était énormissime. Ouais. L'idée de Street Fighter 2 où en fait tu rebondis sur le bord de l'écran. Enfin, où en gros t'es obligé de gérer. Typiquement Mario. Pourquoi Mario là on a emprunté un tuyau à la Mario justement. Mais pourquoi est-ce que Mario il y avait besoin des tuyaux sur Game Boy quoi. Oui, pour pas avoir 3 Goombas sur la même ligne. C'est ça. Sinon ça faisait crash la machine. Eh super. C'est ça.
Ça servait à contenir les ennemis et comme c'était nul, bah ils en ont fait des tuyaux et c'est devenu emblématique. Le truc, la règle générale, c'est faites de votre faiblesse une force, toujours. Ouais, complètement. Bah justement, il y avait, on avait une conférence d'un docteur en, alors c'est pas un docteur en rétro gaming parce que son appellation est bien plus longue que ça, mais il nous avait montré en fait comment il avait fait un jeu Game Boy qui tourne sur Game Boy, donc il avait une cartouche commandée d'un mec, etc. Et en fait, il nous avait expliqué que typiquement, en fait, la Game Boy, elle est séparée en cases. La pièce de Mario, bah, elle prenait 2 cases déjà. Mais et tu pouvais pas tout avoir, donc il fallait faire des choix. Je trouve ça insane. Mais Mario, c'est 4 sprites collés les uns aux autres. Mario, c'est 4 sprites. Hein. Ouais. C'est un truc de fou. C'est pas un sprite en fait. Les sprites de la NES, c'est 8 par 8. Hein. 8 par 8 pixels. J'aime beaucoup l'idée en fait que ça marche, mais que ouais, ça bricole quoi. Ça bricole et ouais, c'est très compliqué. Alors que là aujourd'hui, c'est ça qui est beau dans ce métier, moi c'est ce que j'adore. Aujourd'hui, ouais, tu te retrouves avec beaucoup de choses. Oui, c'est ça, mais c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de retrouver en fait des trucs entre guillemets un peu plus anciens en termes de méthode de dev, où t'as le truc du bah vas-y, trouve une solution. Eh ben je vais téléporter ma caméra au lieu de la déplacer. Attends quoi ? Ouais, bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est que j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui s'imaginent qu'avec les puissances des machines aujourd'hui, bah certes, les limites d'avant, oui, avant, c'était ultra limité, ils pouvaient pas utiliser le nombre de couleurs qu'ils voulaient, des trucs aussi basiques que ça, mais du coup, ils s'imaginent qu'il y a plus de limites. Alors en fait, que le jeu vidéo AAA, il est pétri de ses limites. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas vous montrer, donc on ne vous les montre pas. Donc on vous fait des expériences dans lesquelles on n'a pas à vous les montrer. Par exemple, tous les objets semi-transparents, dans tous les jeux actuels, ils sont dégueulasses. Tout ce qui est verre, bouteille, vitre, etc. Il y aura pas de réfraction dedans. Réfraction étant la lumière qui passe mais qui est déviée. Il y a pas de caustique, jamais. Donc par exemple, quand tu vas sous l'eau, les reflets lumineux sur le fond de l'eau, c'est une texture qui bouge. Jamais t'as un truc physiquement précis avec ça. S'il y avait eu plus de temps, etc. En termes de design, en termes de mécanique de jeu, toi, tu aurais voulu potentiellement retravailler ça, repenser ça. Ouais. Est-ce que tu avais déjà des pistes? Ou est-ce que t'aurais juste eu la volonté d'explorer de nouvelles choses? Non, il y avait des pistes de correction aussi. Donc la première chose que je lui ai dit, c'est en tant que game designer, on ne comprend jamais ce qu'il faut faire. Donc je lui ai demandé est-ce que c'est intentionnel ou pas. Elle m'a dit bah non, a priori, regarde, c'est très clair. Le jeu, c'est tu ramasses de l'eau pour apporter aux plantes, les plantes te donnent leur fluide, le fluide que tu donnes à l'hippocampe, les larmes de l'hippocampe que tu donnes au serpent, etc. Et je dis bah oui, mais dans un jeu vidéo, normalement, on monte à l'envers pour expliquer. C'est-à-dire que tu rencontrerais le serpent qui te dirait j'ai besoin des larmes de l'hippocampe, tu irais voir l'hippocampe qui te dirait j'ai besoin du fluide des plantes, tu irais voir les plantes qui te diraient j'ai besoin d'eau. Et ensuite tu ramasses de l'eau. Et dans ce cas-là, tout devient clair. Mais en gros, je leur ai dit votre jeu, il est à l'envers, quoi. Et oui. Ils ont fait oui, effectivement. Et du coup, on n'a pas le temps de le refaire dans l'autre sens. Mais donc, je pense que la première chose, ce serait de le refaire dans l'autre sens, de remettre les quêtes dans le bon ordre, quoi, pour qu'on comprenne, voilà, ça. Et ensuite, bah moi, mon deuxième souhait, ça aurait été que justement tous ces thèmes qui traversent toutes ces thématiques qui traversent le jeu, les rendre accessibles les faire expérimenter par le gameplay et plus que par uniquement la narration. Parce que c'est beaucoup la narration qui te font vivre ça. Mais moi, en tant que game designer, j'ai envie que le gameplay soit autre chose que juste une balade avec ramasser des trucs, quoi. Ils auraient peut-être aimé pousser plus du côté jeu. Ça, c'est possible aussi. En fait, c'est la question que je leur ai demandé tout au long de la conception. Je leur ai dit, bon voilà, il y a une part de choses qui sont cryptiques et une part de choses qu'on comprend, comme dans n'importe quelle œuvre. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez qui reste cryptique et qu'est-ce que vous voulez que le joueur comprenne en permanence, en fait. Et en fait, bah ils avaient plutôt envie qu'on comprenne. Alors évidemment, les thématiques que tu as vues, il s'agissait pas d'être terre à terre et plan-plan sur le traitement, etc. Donc ça évoque, voilà. Donc ça y a pas de problème. Mais sur qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller, pourquoi on est là, et voilà, ça ils avaient plutôt envie que ce soit plus clair que ce qu'on a fait là. Toi, tu disais que justement tu voulais potentiellement retravailler sur un art game si tu en avais l'opportunité. Est-ce que typiquement l'artiste se projette sur, alors pas une suite évidemment parce que ça on n'est pas du tout sur ce type de démarche, mais sur une autre expérience
Ouais, tout à fait. En fait, comme d'habitude, le souci principal, je pense, c'est le budget. Hein. Ça fait c'est toujours le problème, c'est que là, donc, ça a coûté quelques dizaines de milliers d'euros, mais si on doit le faire refaire à 3, ça coûterait, je sais pas, 50 000, tu vois, minimum. Et autant pour une grosse boîte, c'est très peu cher en fait pour un jeu vidéo, mais c'est un petit jeu. On a vu, ça s'expérimente en 20-30 minutes, quoi. Mais ça reste quand même très peu cher pour un jeu vidéo. Ce que ça a coûté. Mais même le refaire à 3, ça reste très, très peu cher. Mais par contre, pour une artiste toute seule, etc., ou même un collectif d'artistes, ça reste beaucoup d'argent quand même. Complètement, ouais. Donc voilà. Donc et encore une fois, c'est pas une question de moyens techniques d'aller faire un tournage à Dubaï, d'aller faire des nouveaux scans avec des machines très chères. C'est juste le temps en fait, juste le temps passé. C'est le temps qui, pour les occidentaux, qui coûte cher. Sachant donc ça va être surtout ça, mais c'est pas exclu qu'il y ait une suite. Ouais, Okay. Un développement avec un autre, voilà. Mais où on explorerait vachement plus du coup le côté interactif, parce que en tout cas si moi je suis dans la boucle, parce qu'elle aussi elle peut faire le projet avec quelqu'un d'autre aussi, hein, mais si moi elle me veut bien dans la boucle, mon côté game designer ferait que on serait vachement en plus sur l'expérimentation de l'interaction, plus que dans la contemplation. On est bien. Mais avoir imagine cet environnement-là, mais avec beaucoup plus d'interaction. C'est-à-dire, t'approches des champignons, ils réagissent. Tu vois, il se passe des choses quand tu t'approches des trucs et tout. Ça pourrait être génial. Hein. Imagine, enfin, c'est un univers plus dégueulasse, mais tu vois Scorn. Oui, tout à fait, oui. Voilà, tu vois, c'est l'interaction quand tu t'approches du décor, les petits trucs comme ça. C'est voilà. Ouais. Même dans Half-Life Alyx, dans les parties organiques, un peu colonisées par le mucus et par les champignons, les spores, les trucs comme ça, même si c'est plus dans une ambiance zombie dégueu, en VR, quand t'approches ta main d'un truc, il se rétracte. Enfin, tu vois, c'est génial, quoi. Ouais. Ça, j'aimerais vraiment faire ça. Et mine de rien, on aurait aussi l'idée que quand on commence le jeu, on est vraiment face à des montagnes et il y aurait potentiellement cette non-linéarité aussi. Ouais, parce qu'en plus, les tuyaux eux-mêmes ont pas nécessairement le chemin tout tracé. Ça pourrait être juste le premier tuyau que tu empruntes, il va au premier truc. Mais peu importe lequel tu empruntes, c'est d'abord la première destination, puis la deuxième, puis la troisième. Oui, on pourrait faire ça. Mais la volonté des artistes depuis le début, c'était effectivement d'avoir une map ouverte où les gens aiment se balader et découvrir. C'est juste que moi, j'ai resserré avec les gougouttes en traçant un chemin. Pour des raisons de compréhension de ce qui se passe et de pas être paumé à un moment, mais on aurait pu prendre le temps de trouver des mécaniques qui te disent peu importe le chemin que tu prends, ça va avancer, quoi. Ouais, complètement, ouais. Ce qui peut être assez en phase avec le concept justement d'explorer. Tout à fait. Puisque là on est notamment sur l'identité de genre, sur des trucs assez personnels, mais justement d'explorer ça en explorant l'organique, ça aurait potentiellement du sens, effectivement, quoi. Avec le blob qui suivrait nos pas à mesure qu'on ramasse des gouttes. Oh, incroyable. Moi, ce blob, j'aurais vraiment eu envie d'avoir le temps de le faire réellement dans le jeu, quoi. Pas juste une texture, quoi. Ouais, complètement. Cher leader, est-ce qu'être perdu aurait pu faire partie de l'intention d'origine, justement ? Oui, un peu, mais du coup, avec toujours la peur que, une fois perdu, le joueur ou l'expérimentateur ou la personne qui vit l'expérience elle peut très vite décrocher, quoi. Elle a plus envie de continuer. En fait, la question, c'est comment tu gardes la motivation en étant perdu. Donc ça, c'est une vraie question de game design. Je vais avoir envie, effectivement, alors, on pourrait voir justement le travail de l'artiste. Un petit peu, hein, puisqu'il y a pas mal de choses sur elle, forcément. Mais ce qui peut être assez intéressant aussi, il y a quand même d'accord, il y a une exposition justement de l'artiste qui a eu lieu en 2022 sur le Palais de Tokyo. Ouais. Enfin, au Palais de Tokyo, c'est très joli, on va pouvoir voir ça. Qui n'est pas à Tokyo, du coup, attention, il y a un piège. Ouais, c'est ça. C'est comme d'hab, on est bien d'accord. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'explorer à la fois évidemment ce que l'artiste fait, mais aussi le concept. Voilà, c'est ça. La préquelle, c'est-à-dire le projet à partir duquel toi t'as bossé. C'est ça. Comme ça, on va voir aussi beaucoup de choses. C'est ça. On va voir beaucoup de choses parce que effectivement, la particularité aussi de ce projet, c'est que tu n'arrives pas dès le départ où toi tu aurais pu influencer. Ouais, tout à fait. Ouais. Attends. Ouais, c'est justement, c'est vraiment un travail. En fait, c'est rigolo. C'est le remaster d'un jeu pas sorti. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Je lis vite fait et ensuite on peut commenter.
Le projet Sporal poursuit la recherche initiée par Mimosa et Card en 2019 à la Villa Kujoyama à Kyoto sur l'idée de mémoire chez les myxomycètes, des organismes unicellulaires à chemin entre le règne animal, végétal et celui des champignons. L'exposition a pour matrice son premier jeu vidéo réalisé en collaboration avec la développeuse Andrea Sardin et l'artiste Adan Maden. Il invite à parcourir les cavités d'un organisme en perpétuelle transformation inspiré du cycle de vie justement du myxomycète. Où un joueur, une joueuse à l'identité ambiguë s'infiltre dans un univers onirique et ambivalent dans lequel elle évolue au gré de ses rencontres et de l'état de matière en mutation. À chaque énigme résolue et à chaque échange de fluide, elle débloque des types sexuels à l'instar des myxomycètes qui peuvent en mobiliser jusqu'à 720 différents. Très bien. Alors, à quel point, toi, il a fallu t'approprier justement la vision de l'artiste? Est-ce que tu as pu justement rapidement entrer dans son œuvre? Est-ce que tu connaissais déjà? Ou est-ce qu'au contraire, il a fallu quand même ce qu'on appellerait une étude documentaire? Ouais, il a fallu une étude parce que non, je connaissais pas son œuvre. Et même les myxomycètes, je connaissais pas non plus. Enfin, tu vois, donc j'ai appris plein de choses sur la biologie, sur les différentes espèces qui sont montrées là-dedans. Pour te dire à quel point j'étais nul en biologie, je savais même pas que c'était les hippocampes mâles qui accouchaient, je savais même pas qu'ils accouchaient, je pensais que c'était des poissons qui pondent des œufs comme tous les poissons. Et en fait non, pas du tout. Et voilà. Donc j'ai appris plein de choses. Et après sur l'univers de l'artiste, bah tu vois, sur les types sexuels, ils sont incorporés dans le jeu, même si tu as pas fait trop attention, mais en fait au début, quand tu commences à ramasser des gouttes d'eau, il y a des petites boules rouges qui te tournent autour. Tout à fait, oui. Bah, bon, dans le game design, ils sont référés, ils y font mention en tant que sexual types. Donc apparemment, c'est les sports sexuels qui sont un peu partout sur la map. Okay. Donc j'avais aussi proposé d'en mettre. Enfin, du coup, ils étaient tous rouges. En fait, dans le game design d'origine, dans le document, il y avait marqué ils se baladent un peu partout sur la map et il se passe rien de spécial, juste ils se baladent. Donc j'ai fait ça, donc j'ai utilisé des navmesh agents pour les faire se balader un peu partout au hasard sur la map. Et évidemment toujours près de toi, parce que s'ils se baladent à l'autre bout de la map et que tu les vois pas, ça sert à rien. Donc toujours plutôt près de toi. Et j'ai quand même fait un petit mécanisme de fuite qui les rend beaucoup plus vivants. Donc tu l'as pas trop expérimenté, mais en gros si t'essayes d'aller en choper un, il se casse. Et ça c'est assez sympa parce que en fait s'ils réagissaient pas au fait que tu les traverses, etc., bah ça les rendrait moins. Tu vois, toujours dans l'idée d'expérimenter avec cette interaction. Bon, en gros, ça les rend un peu plus vivants, quoi. Et j'avais proposé de les mettre un peu de toutes les couleurs différentes, vu que j'avais lu 720 types différents, etc., beaucoup de diversité. Mais bah du coup, elle m'a rappelé, enfin, elle a redit non, il faut vraiment qu'ils soient tous rouges. Donc je fais bon bah ok, ils seront tous rouges. Ils sont tous rouges. Oui, ok. En se disant que ce qui compte, c'est justement potentiellement que en fait justement ce qui compte c'est l'ambiguïté plutôt que la détermination, quoi. Oui, mais après des fois je questionne pas forcément en fait si elle a une idée très précise de ce qu'elle veut. Voilà, moi je suis pas là pour argumenter. En fait, j'argumente si jamais ça pose des soucis de compréhension en termes de justement d'orientation du joueur, de choses comme ça. Voilà, là-dessus je vais travailler vraiment avec elle pour être sûr que les intentions soient respectées et que le jeu fonctionne en tant qu'expérience, quoi, pour le joueur, oui, pour okay. celui qui expérimente. Mais après sur la partie artistique, j'ai aucun mot à dire et j'ai pas forcément envie en fait de mettre mon grain dans son univers parce que justement ça, je pense que ça dénaturerait un peu ce qui. Voilà, là-dessus je suis vraiment un technicien, quoi. Mais après, elle était pas du tout fermée aux propositions, aux choses comme ça. Donc quand je pensais qu'il y avait un truc pertinent à dire pour l'expérience, bah voilà, je proposais, et il y a plein de trucs qui ont été acceptés. Par exemple, la map de nuit, bah voilà, ça c'est moi. Ouais, et le jeu Sporal a un site internet dédié, mais je sais pas s'il est encore en ligne ou en cours de mise à jour, parce que justement ils vont mettre la nouvelle version du jeu. Et donc effectivement, on est sur quelqu'un qui a fait résidence à Kyoto. Là, c'est à Miami. Après le prix Marcel Duchamp, ouais, donc c'est quand même assez impressionnant. Ok. Oui, et puis là, enfin, et après, elle est aussi en résidence d'artiste en région parisienne. Enfin, elle est partout, hein, vraiment. Ouais. Ok. On va pouvoir, si t'es ok, lancer le jeu. Celui, en fait, toi, tu as
quand tu es arrivé sur le projet, c'est ce qu'on va voir nous que tu as découvert, ou tu as eu comment dire, il y a eu une phase de peut-être je peux les aider sans avoir à mettre les mains dans le cambouis. Justement, en fait, ce que tu vas voir là, c'est le premier truc que j'ai vu. Oh, ok, ah ouais, ok. Donc ouais, ça va être assez intéressant à observer. Et alors ça là, ça c'est mon premier contact avec ce qu'ils avaient fait. Ah oui, d'accord. Donc en fait, opening the game. Si le lien ne marche pas immédiatement, essayez de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ça, c'est un truc qui a commencé. C'est le premier truc que j'ai lu, et c'est là où j'ai commencé à halluciner parce que si tu lis ça, c'est que t'as réussi à télécharger. Et donc ils sont en train de t'expliquer qu'est-ce qui se passe si t'arrives pas à télécharger dans un truc que tu es censé avoir déjà téléchargé. Là, voilà, ça c'était mon premier contact. J'ai fait aïe 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 aïe. Ah, le premier contact, il est dur. Ouais. Il est très très dur. Là, tu vois un des sexual types qui a, en fait, il marchait pas, donc ils l'ont laissé là, mais ça fonctionnait pas. D'accord. Et donc la map, en gros, comme le scan de base fait 17 millions de polygones et 1 giga et demi ou 3 gigas, je sais plus, enfin un truc énorme. En fait, ils l'ont repassé dans un outil qui la dégrade énormément, et c'est ce que vous voyez là en fait, c'est le modèle dégradé, et du coup ça a plus du tout la même gueule quoi. Moi j'ai repris le scan de départ et c'était mieux quand même. Ouais. Que là, la géométrie c'est c'est Quake 1 quoi. Ah là là, des heures à jouer à Quake 2 d'ailleurs. Ou le monde cauchemar de Banjo et Kazooie, tu vois, ou des trucs comme ça. On va encore avoir un exclamation vieux de Hamid, au secours. C'est ça. Bah, les textures, là, clairement, on est sur Nintendo 64, là. Hein. Ouais. Et tu vois, les modèles de champignons, ils sont un peu plus détaillés, et notamment les champignons noirs au bout, là, les luisants. Ouais. Ah, on va voir ça. Si tu les vois de près, ils font 400 000 polygones parce que toutes les crevasses sont modélisées parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une normal map. Du coup, tout est modélisé. Mais après, c'est super beau, hein. Mais c'est pas optique du tout, quoi. Du coup, je l'ai refait en version sphérique avec une normal map. Voilà, j'ai ajusté. Mais si tu le mets très très près, tu vas voir qu'il y a les crevasses. Genre, tout est modélisé. Alors qu'on pourrait faire ça avec de la tessellation, enfin, tu sais, des astuces de game dev, quoi. Oui. Mais là, non, tout y est, quoi. Il y a aussi un problème avec la lumière qui est que quand tu te rapproches, les ombres disparaissent ou un truc comme ça, j'ai pas trop compris, mais il y a un problème avec les ombres, quoi. Je sais pas ce qui se passait. Bon, la distance d'affichage, elle a un gros problème aussi. Tu as vu qu'au lointain, les objets disparaissaient, mais il y a vraiment un truc avec les ombres aussi. La distance des ombres est pas correcte. Mais par contre, c'est beau. Enfin, c'est beau. Pour des gens qui font pas du jeu vidéo, c'est beau. Donc, voilà, c'est ça. En fait, je leur ai demandé, est-ce que vous voulez que je refasse la végétation, etc. Et puis, en fait, ma version terrain vague un peu que j'avais commencé à faire, ils m'ont dit non, on préfère épurer comme ça. Donc j'ai remis une souche d'arbre, 2-3 trucs, qui d'ailleurs sont des assets qu'ils ont achetés sur l'asset store et qui eux pour le coup sont bien optimisés pour du jeu vidéo puisque c'est fait, c'est sur l'asset store quoi. Okay. Du coup j'ai repris les 2-3 assets que j'avais, mais j'ai pas essayé de refaire tout le côté feuillu. Mais du coup ça met plus en avant les 3 plantes avec lesquelles on est censé interagir. Donc c'est assez rare hein, de parler d'art game. C'est assez rare de parler vraiment d'une vision d'artiste, puisque dans le jeu vidéo, on va vraiment accentuer dans le design, dans la conception, on va vraiment accentuer à la fois les mécaniques de jeu et on va accentuer le rapport de la personne joueuse au jeu, c'est-à-dire quel est mon personnage, quel est l'environnement avec lequel je vais interagir et comment j'interagis avec cet environnement, comment est-ce que je perçois cet environnement-là. Là, vu qu'il s'agit vraiment d'une vision artistique à part entière, on a certaines règles qui forcément, comme dans n'importe quelle œuvre artistique qui mène à s'interroger, on va avoir justement un jeu qui va jouer avec ces codes-là, qui parfois va nous proposer quelque chose d'extrêmement simple et d'autres fois qui va nous demander de chercher, d'explorer, de comprendre par soi-même avec voilà, on va pas toujours être guidé et c'est ça qui est aussi intéressant, ça fait partie de la démarche artistique de l'artiste. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié de découvrir les difficultés techniques parce que mine de rien, c'est pas pour rien que quand vous lancez votre jeu sur téléphone ou sur ordinateur ou sur console même, que votre
jeu est fluide, c'est pas simplement les puissances des machines, c'est le fait que derrière il y a un énorme travail justement sur cette partie de développement pour que on ait un jeu qui soit à la fois évidemment compréhensible, mais à la fois très fluide dans ce qu'on veut faire. C'est parfois même des thématiques qui interviennent dès la conception des jeux, c'est-à-dire que à l'époque, puisqu'on parle d'anciens jeux à un moment donné, à l'époque, dites-vous que un jeu d'infiltration comme Metal Gear Solid, quand il sort sur PlayStation 1, on évite des soldats, on essaye de s'infiltrer dans une base ennemie. Eh bien, à l'origine, on est sur un jeu de guerre, dans l'idée d'Hideo Kojima, on est sur un jeu de guerre avec des armées, avec vraiment un conflit, chose qu'on retrouvera plutôt dans Metal Gear Solid 5 d'ailleurs, parce que dans Metal Gear Solid 1, les capacités, les performances de la PlayStation 1 ne permettent pas de modéliser, d'animer autant de soldats d'un coup, sans que la console vraiment saccade et vous affiche une espèce de présentation PowerPoint, et c'est comme ça qu'est venue l'idée qu'on esquive les soldats, justement pour ne pas avoir à les montrer toutes et tous en même temps, voilà. Donc ça va être quelque chose de très intéressant puisque les limitations invitent à des idées, à des concepts clés qui font que on se retrouve avec des jeux qui ont marqué leur époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, paradoxalement, on se retrouve avec des élèves qui vont avoir du mal à conceptualiser ces idées-là parce que on a des machines qui sont extrêmement puissantes et donc c'est pas qu'on a une absence de contrainte vis-à-vis de ça, pas du tout, hein, faut pas non plus tout prendre, c'est tout ou rien, mais on a quand même dans une idée le fait que ces contraintes-là sont un peu plus loin des préoccupations, et donc parfois, on va avoir des personnes qui sortent de l'école et qui vont penser qu'on peut réaliser des objets 3D très coûteux en ressources. Alors qu'en fait, quand on joue en jeu vidéo, on peut pas. Dans le cinéma d'animation, c'est complètement autre chose, où justement là, il va falloir avoir de la qualité, de la très haute qualité, quitte à avoir des rendus qui durent des jours. C'est notamment le cas pour les effets visuels, où là, par exemple, vous pouvez avoir des fermes de rendus, où là, on va passer plusieurs jours à rendre une seule scène en 3D, les effets spéciaux d'un Marvel. Mais à chaque fois, on change finalement de discipline, et à chaque fois, on demande à des artistes, notamment des artistes 3D, de réadapter en fait leur savoir, et c'est comme ça que vous avez différentes branches finalement, différentes expertises dans le cinéma d'animation d'un côté, les effets visuels de l'autre, et vraiment le jeu vidéo, où à chaque fois c'est des corps de métier, des applications de ces métiers-là qui sont très différentes. En tout cas, on aura l'opportunité, je pense, de rediscuter avec Karl Phaéton avec un immense plaisir, et en attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée.